À 11 heures, 2 lignes de décret font vaciller l'uranium. En quelques minutes, Londres, Pékin et Johannesburg recalculent leurs risques, pendant que Windhoek révèle des clauses opaques, des exemptions fiscales longues et des royalties jugées trop faibles. Que verrez-vous concrètement si Ibrahim Traoré a déjà montré qu'un ordre réputé intouchable peut céder? Derrière le choc boursier, le test est simple. Qui fixe les règles, qui juge les litiges et qui capte la valeur des mines au village quand l'extraction cesse d'être une routine pour devenir une souveraineté mesurable? Le récit promet une lecture concrète d'un geste que beaucoup prendraient pour une formalité administrative. 2 phrases, un décret, puis un déplacement immédiat des rapports de force. Pour le spectateur, l'avantage est clair, comprendre vite ce qui change dans la vie ordinaire. L'enjeu ne se limite pas aux chancelleries ni aux salles de marché. Il traverse les villages miniers, les routes inachevées, les salaires et la façon dont un pays décide ce qu'il protège ou ce qu'il cède. La Namibie apparaît ici comme un laboratoire où chaque clause contractuelle devient un test public de souveraineté, parce que les chiffres et les mécanismes juridiques sortent de l'ombre. Le fil conducteur est simple, montrer comment une décision technique peut déplacer des milliards, bouleverser des chaînes d'approvisionnement et modifier la position de pays africains longtemps maintenus en périphérie. Ce miroir, mis en regard avec l'exemple burkinabé, rappelle qu'un précédent peut circuler. Ibrahim Traoré a incarné une rupture dans un cadre militaire, tandis que Nandinto choisit une voie juridique, plus froide mais vérifiable. Reste la question qui suspend la suite. Si cette décision réussit, qui devra réécrire ses règles? 2 faits, annoncés à 11 heures précises, révèlent l'ampleur immédiate du choc. Le cours de l'uranium recule de 3,2% en quelques minutes et un communiqué présidentiel de 2 phrases suffit à redistribuer un siècle d'équilibres économiques. À cet instant, la Namibie ne déclenche pas un simple ajustement administratif. Elle déplace un centre de gravité que les marchés identifient aussitôt comme systémique. Dans les minutes suivantes, la scène se recompose. À Londres, des analystes recalculent leurs expositions. À Johannesburg, les flux se figent. À Pékin, les appels s'enchaînent. Cette nervosité éclaire un paradoxe longtemps ignoré. La stabilité namibienne servait surtout la continuité de contrats miniers hérités de 1990, rarement renégociés, souvent opaques. En reprenant directement le contrôle du ministère des Mines et de l'Énergie, la présidente Nandinto inverse un rapport de force que personne n'avait osé toucher depuis des décennies. Elle ne parle pas d'idéologie, elle expose des données mesurables. Les chiffres expliquent la bascule. 30% de chômage, 46% chez les jeunes, à peine 6% des bénéfices miniers captés localement et plus de 40 milliards de dollars sortis du territoire depuis 1995 sous forme de dividendes et d'optimisation fiscale. Rendues publiques, ces données produisent un premier mini-reveal. La Namibie n'était pas simplement stable, elle était tenue par ses clauses. Cette visibilité transforme la perception du geste, car elle lie directement les contrats à la vie ordinaire. Ce moment réactive un précédent récent. À Ouagadougou, des commentateurs rappellent la trajectoire d'Ibrahim Traoré, qui avait montré que rendre les chiffres visibles pouvait forcer une relecture complète d'accords réputés intangibles. Les contextes diffèrent, la logique converge, la souveraineté commence lorsque les mécanismes deviennent vérifiables. Dès lors, le continent écoute autrement, non par adhésion symbolique, mais parce que les preuves s'alignent. Au centre de cette bascule se tient une figure précise, plus que spectaculaire. La présidente Nandinto, 72 ans, voix posée et gestes mesurés, agit par décision chirurgicale. En reprenant la main sur le ministère des Mines et de l'Énergie, elle adresse un message simple. Chaque choix institutionnel doit produire un effet lisible dans la vie ordinaire. Cette méthode évite l'emphase et privilégie la traduction concrète, là où les réformes passées restaient abstraites. Un premier cas éclaire cette dynamique. Près de Swakopmund, dans une mine d'uranium, un technicien explique que les cadences étaient fixées depuis l'étranger, sans tenir compte des salaires ni des conditions locales. Les profits repartaient vers des sièges lointains, tandis que les routes vers les villages demeuraient impraticables. L'annonce selon laquelle
Aucun contrat ne pourra désormais contourner la transformation locale, change sa projection. Ses compétences pourraient enfin avoir une valeur sur place. Un second cas apparaît à la télévision nationale. Une mère, vivant à plusieurs heures de Windhoek, raconte que son fils travaille pour une société minière enregistrée à Zurich. Les urgences passent par une chaîne d'intermédiaires avant d'être traitées. Pour elle, la reprise de contrôle du ministère n'est pas une abstraction juridique. C'est l'espoir que les décisions concernant les ressources répondent enfin à des réalités namibiennes. Ces récits courts montrent que le décret ne se joue pas seulement dans les chancelleries, il modifie des attentes, des trajectoires professionnelles et la manière dont les citoyens relient contrat et quotidien. Le so what est clair. Lorsque l'institution se rapproche, la souveraineté cesse d'être théorique. Le déclencheur arrive tôt dans la matinée, presque banal en apparence. Un communiqué bref circule, 2 lignes sèches, ton neutre, sans emphase. La presse parle d'abord d'un ajustement interne, une routine de palais comme il en existe tant. Puis, en quelques minutes, l'information se précise. Le vice-premier ministre est destitué et le ministère des Mines et de l'Énergie passe sous contrôle direct de la présidente. À ce stade, l'événement reste contenu dans les cercles politiques. La séquence bascule lorsque la télévision nationale annonce la diffusion d'un extrait de l'allocution prévue le soir même. Les chancelleries commencent à s'agiter. Les marchés, encore prudents, attendent. À 11h précises, 2 frasques sont rendues publiques. Elles pensent qu'elles ne contiennent ni slogan, ni menaces, mais elles suffisent à signaler une rupture nette, audit généralisé, fin des exemptions prolongées, révision des clauses de transformation locale. Le cours de l'uranium chute immédiatement de 3,2%. Ce mouvement agit comme un révélateur. Le système comprend ce qui est en jeu. Dans les bureaux de Johannesburg, des analystes parlent d'un précédent dangereux. À Londres, certains flux d'ordre se figent, non par panique, mais par incertitude juridique. À Pékin, les appels se multiplient pour clarifier les implications contractuelles. Cette réaction en chaîne montre que la décision namibienne n'est pas perçue comme un geste symbolique, mais comme une modification des règles opérationnelles. La stabilité, longtemps présentée comme un atout, apparaît soudain comme le produit d'accords jamais réinterrogés. Pendant que les marchés réagissent, un autre espace s'active. Sur les réseaux sociaux africains, le mot « souveraineté » remonte parmi les tendances. Des vidéos de mineurs circulent, décrivant des années de contrats opaques et de profits expatriés. Un syndicaliste rappelle que, depuis 1990, les accords extractifs ont davantage construit des routes vers les ports que vers les villages. Une étudiante de Windhoek écrit que l'on a appris à accepter la dépendance comme une fatalité, et que quelqu'un vient de dire non. Le soir, lorsque la présidente Nandinto apparaît à l'écran, la tension est déjà installée. Elle ne lit pas de notes, elle énumère des faits, bénéfices captés à l'étranger, exonération fiscale de 20 ans, audit préparé discrètement depuis des mois. Cette sobriété renforce l'impact, car elle contraste avec les discours triomphalistes attendus. Le message est clair, la réforme ne relève pas d'un coup d'éclat, mais d'un enchaînement cohérent. Dans cette dynamique, plusieurs observateurs établissent un parallèle avec le précédent burkinabé. Lorsque Ibrahim Traoré avait rompu avec des accords aurifères jugés déséquilibrés, la chronologie avait suivi une logique comparable. Annonce brève, réaction immédiate des marchés, puis réappropriation progressive du débat par l'opinion publique. La comparaison ne porte pas sur les contextes, mais sur la mécanique. Un avant où les règles semblaient figées et un après où chaque clause devient discutable. À la fin de la journée, la hiérarchie institutionnelle a changé, mais surtout la perception collective a basculé. Ce qui semblait technique est devenu politique, et ce qui était invisible est désormais observé. L'événement ne s'achève pas, il entre dans sa phase de rémanence. Avant le décret, la photographie est connue. Un secteur extractif ouvert, des capitaux étrangers dominants et des retombées locales limitées. Après l'annonce, la comparaison devient mesurable, même volumes extraits, mais des règles appelées à changer la répartition de la valeur. Ce passage du baseline au delta constitue le cœur de la preuve, car il transforme une intuition politique en lecture chiffrée.
Le premier indicateur concerne l'uranium. Environ 2000 tonnes sont extraites chaque année en Namibie, un volume significatif à l'échelle mondiale. Pourtant, les redevances associées ne représentent qu'une part marginale du budget national. L'écart est clair, une ressource stratégique exportée massivement pour un retour fiscal limité. La chute immédiate de 3,2% du cours de l'uranium après l'annonce ne signale pas une faiblesse du gisement, mais une réévaluation des marges attendues sous un cadre plus contraignant. Le deuxième indicateur porte sur les diamants. Près de 1,4 million de carats sortent du territoire chaque année, majoritairement à l'état brut. Avant le décret, la transformation locale restait marginale, faute d'obligations contractuelles. Après, elle devient une exigence centrale. La différence n'est pas abstraite. Tailler localement signifie créer des emplois qualifiés, capter une valeur ajoutée jusqu'ici externalisée et réduire la dépendance à des chaînes étrangères. En 10 mots, une experte résume la logique. Produire la richesse ne suffit pas, il faut produire la valeur. Le troisième indicateur est plus vertigineux. Entre 1995 et 2024, plus de 40 milliards de dollars ont quitté le pays sous forme de dividendes, d'optimisation fiscale et de contrats défavorables jamais renégociés. Pour une population de moins de 3 millions d'habitants, cette fuite équivaut à une génération entière d'investissements manqués. Le delta potentiel est simple à comprendre. Récupérer même une fraction de ces flux change la trajectoire budgétaire sans augmenter les volumes extraits. Ces chiffres prennent sens lorsqu'ils sont expliqués publiquement. La présidente Nandinto insiste sur un point. 15% de revenus supplémentaires suffiraient à financer des infrastructures visibles, à réduire le chômage des jeunes et à soutenir des services sociaux longtemps sous-dotés. Cette traduction pédagogique relie les pourcentages à des routes, des écoles et des centres de santé, rendant la souveraineté lisible. Dans ce cadre, le parallèle avec Ibrahim Traoré revient naturellement. Au Burkina Faso, la relecture des accords aurifères avait reposé sur la même logique, rendre les données visibles pour déplacer le débat. Les contextes diffèrent, mais l'outil est identique. La donnée devient un langage politique partagé, capable de soutenir une décision sans la réduire à un slogan. Enfin, un dernier chiffre éclaire la méthode. Malgré 3 décennies d'ouverture totale, la croissance moyenne est restée autour de 2,7%, sans réduction significative du chômage structurel. Le baseline était donc stable, mais peu inclusif. Le delta recherché n'est pas une rupture des échanges, mais une correction mesurable d'un modèle qui ne redistribuait pas. À ce stade, la preuve n'est pas une promesse, elle est une comparaison. La première critique adressée à la décision namibienne est classique et structurée. Selon cette lecture, restreindre la flexibilité des multinationales minières ferait fuir les capitaux, ralentirait la croissance et exercerait une pression immédiate sur la monnaie. Les défenseurs de cette position rappellent que, depuis les années 1990, la stabilité contractuelle a été présentée comme la condition essentielle de l'investissement étranger. Dans ce cadre, toute remise en cause des exemptions fiscales et des clauses existantes serait perçue comme un signal de risque susceptible de décourager des partenaires déjà exposés à une volatilité mondiale accrue. La deuxième critique, plus nuancée, provient de certains économistes africains. Ils ne contestent pas l'objectif de souveraineté, mais s'inquiètent de la centralisation du ministère des Mines et de l'Énergie. Leur crainte porte sur une concentration excessive du pouvoir, qui pourrait recréer de l'opacité sous une autre forme. Ils soulignent également le risque d'isolement régional. Un pays de taille modeste pourrait se retrouver affaibli s'il agit seul, sans coordination avec ses voisins, face à des acteurs internationaux dotés d'un pouvoir de négociation supérieur. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils reposent sur des expériences passées réelles. La réponse de Nandinto ne les écarte pas, elle les reconfigure par les données. Sur la question des investissements, elle rappelle que les capitaux ne fuient pas la souveraineté, mais l'irrégularité. Des contrats opaques, des exemptions de 20 ans et des clauses non renégociables créent davantage d'incertitudes qu'un cadre clair, même plus exigeant. La croissance moyenne de 2,7% sur 3 décennies, sans baisse notable du chômage, suggère que l'ancien modèle n'était pas aussi performant qu'annoncé. Concernant la centralisation, la réponse est institutionnelle.
Les audits sont publics, les indicateurs définis à l'avance et les décisions juridiquement traçables. Cette approche vise à limiter l'arbitraire plutôt qu'à le renforcer. Ici, le précédent burkinabé est souvent cité. Ibrahim Traoré avait déjà montré qu'une reprise de contrôle pouvait s'accompagner d'alliances et d'échanges continus, à condition que les règles soient explicites. Le Stillman aboutit donc à une conclusion mesurée. La décision comporte des risques, mais ceux-ci sont comparables à ceux d'un statu quo qui a produit peu de bénéfices sociaux. La réforme n'oppose pas ouverture et souveraineté. Elle cherche à corriger un déséquilibre devenu visible. Jusqu'ici, la décision semblait être un acte de souveraineté parmi d'autres, une correction politique d'accords jugés déséquilibrés. Un détail juridique pourtant modifie entièrement la lecture. Le décret transfère la première instance de tous les litiges miniers vers les tribunaux nationaux, neutralisant les arbitrages internationaux qui avaient verrouillé le pays pendant plusieurs décennies. Ce point, peu commenté au départ, déplace le centre de gravité réel du pouvoir. Dès lors, la Namibie ne cherche plus à convaincre ses partenaires, elle impose un cadre procédural. Les entreprises savent désormais où les conflits seront tranchés, quelles règles s'appliqueront et quels délais encadreront les recours. Cette clarté transforme la négociation car elle retire aux acteurs dominants un levier longtemps utilisé, l'éloignement juridique. Le changement n'est pas rhétorique, il est opérationnel. Ce basculement trouve un écho ailleurs sur le continent. À Ouagadougou, le précédent d'Ibrahim Traoré revient dans les analyses, car lui aussi avait replacé les différends économiques sous souveraineté nationale. Les voies diffèrent, la logique converge. La rupture cesse d'être symbolique pour devenir un mécanisme, et c'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi les marchés réagissent avant même que les discours ne soient prononcés. Les effets du décret se déploient en cercles concrets, touchant des groupes différents mais reliés par une même logique. Lorsque la règle change, les comportements s'ajustent. Pour les citoyens, la première conséquence est juridique. Dans les villages miniers, les habitants comprennent que leurs plaintes ne quitteront plus le pays pour être examinées dans des tribunaux lointains. Les audiences deviennent accessibles, les documents publics et la distance entre décision et quotidien se réduit. Cette proximité transforme la souveraineté en expérience vécue et non plus en concept abstrait. Pour les entreprises nationales, l'impact est structurel. Les petites et moyennes sociétés namibiennes, longtemps cantonnées à des rôles de sous-traitance, voient s'ouvrir un espace inédit. La transformation locale, auparavant optionnelle, devient une filière à part entière. Des ingénieurs et des géologues locaux anticipent des investissements dans des chaînes de valeur jusqu'ici externalisées. Une entreprise mécanique de Windhoek observe que produire sur place pourrait enfin devenir plus rentable que servir de simple relais à bas coût pour des sièges étrangers. Du côté des investisseurs internationaux, la réaction est plus nuancée. Certains redoutent une hausse des coûts et une perte de flexibilité. D'autres, en revanche, perçoivent dans ce cadre juridique clarifié une opportunité de sécuriser des partenariats durables. Les grandes compagnies reconnaissent qu'un système transparent et prévisible vaut mieux qu'un environnement opaque mais contournable. Des analyses publiées à Johannesburg soulignent même que l'incertitude initiale pourrait laisser place à une compétitivité accrue si la transformation locale génère de nouvelles chaînes de valeur stables. À l'échelle régionale, enfin, la décision namibienne agit comme un signal. Au Botswana, en Angola et au Mozambique, des commissions internes examinent déjà les clauses du décret pour en évaluer la reproductibilité. À Ouagadougou, le parallèle avec Ibrahim Traoré s'impose dans les commentaires. Il avait montré qu'un État pouvait résister aux pressions sans s'effondrer, à condition d'ancrer ses choix dans des mécanismes vérifiables. Ce rapprochement nourrit l'idée d'un futur alignement régional où des normes communes de transparence et de juridiction pourraient émerger. Ces 4 cercles révèlent une même dynamique. Les citoyens reprennent la parole, les entreprises locales se projettent, les partenaires étrangers recalibrent leur stratégie et les États voisins observent avec attention. L'événement cesse d'être isolé pour devenir un précédent structurant. La réponse au Curiosity Loop est ici claire. La rupture ne reste pas symbolique parce qu'elle modifie des comportements mesurables à plusieurs niveaux,
en même temps. À partir des mêmes données et des mêmes règles, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour l'année à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles offrent un cadre de lecture pour un système désormais en recomposition. Scénario de base, stabilisation sous tension. Dans cette hypothèse, la majorité des compagnies minières acceptent de renégocier leurs contrats sans interrompre leurs opérations. Des calendriers de transition sont fixés, les audits avancent et les tribunaux nationaux enregistrent un afflux de dossiers qu'ils parviennent à traiter avec une régularité suffisante. Les revenus publics progressent graduellement, finançant des infrastructures modestes mais visibles. Le chômage recule légèrement dans les filières liées à la transformation locale. Les tensions diplomatiques persistent, mais sans escalade. La souveraineté devient une normalité administrative, moins spectaculaire que conflictuelle. Scénario optimiste, effet domino régional. Ici, la décision namibienne inspire plusieurs États d'Afrique australe et sahélienne. Des normes communes émergent autour de la transparence, de la transformation locale obligatoire et de la juridiction nationale prioritaire. Les investisseurs, d'abord prudents, s'adaptent à un cadre partagé qui réduit l'arbitraire. La Namibie s'impose comme un laboratoire institutionnel où les arbitrages reposent sur des données publiques, les chaînes de valeur locales se renforcent, générant des emplois qualifiés. La rupture cesse d'être isolée pour devenir une stratégie collective. Scénario défavorable, pression et recul. Sous l'effet combiné de pression extérieure, d'arbitrages hostiles et de résistances internes, le gouvernement pourrait ralentir certaines réformes. Les capitaux se retireraient partiellement, la monnaie se tendrait et les importations deviendraient plus coûteuses. À court terme, le chômage augmenterait, alimentant un discours accusant la réforme d'avoir sacrifié la croissance. Les entreprises locales, insuffisamment préparées, subiraient une contraction. La décision deviendrait alors un avertissement, montrant le coût d'une confrontation mal séquencée. Plutôt que de choisir un scénario, une recommandation de lecture s'impose. La souveraineté n'est pas un instant, mais un processus cumulatif. Elle dépend de la cohérence institutionnelle, de la lisibilité des règles et de l'adhésion informée de la population. Ce sont ces variables, plus que les chocs initiaux, qui détermineront la trajectoire réelle dans les mois à venir. Ce qui se joue en Namibie peut sembler éloigné pour celles et ceux qui observent depuis un autre pays. Pourtant, 3 cercles d'impact montrent pourquoi cette histoire résonne au-delà de Windhoek, comme si chaque décision touchant aux ressources révélait une mécanique familière. Le premier cercle concerne celles et ceux qui vivent sur la ligne de fracture. Mineurs, pêcheurs, travailleurs des zones oubliées connaissent la contradiction entre terres riches et vie précaire. Lorsque les autorités affirment que chaque contrat sera désormais traçable, ils n'entendent pas un slogan. Ils y voient une promesse mesurable. Routes, écoles et dispensaires cessent d'être des mirages lointains pour devenir des résultats possibles. La souveraineté prend ici la forme d'un accès, non d'un discours. Le deuxième cercle touche la génération urbaine. Étudiants, jeunes, diplômés et travailleurs précaires suivent cette séquence avec une attention particulière. Ils comparent les chiffres, interrogent les clauses et évaluent si leurs compétences pourront servir autre chose qu'un exode permanent. Pour eux, la bataille des contrats n'est pas abstraite. Elle détermine la capacité d'un pays à offrir des trajectoires professionnelles stables, moins dépendantes des fluctuations mondiales. Le troisième cercle inclut celles et ceux qui regardent depuis d'autres régions du monde. Ils reconnaissent un schéma connu, des décisions prises ailleurs façonnent la vie locale sans débat public. L'exemple namibien agit alors comme un rappel utile. Les clauses, les exemptions et les chiffres silencieux comptent souvent davantage que les déclarations. Comprendre ces règles invisibles, c'est déjà commencer à les reprendre en main. Ces 3 cercles convergent vers une même idée. Lorsque les mécanismes deviennent lisibles, l'indifférence recule. Le récit cesse d'être lointain parce qu'il éclaire des situations que beaucoup reconnaissent sous des formes différentes. Pour transformer une rupture en changement durable, la présidente Nandinto ne s'appuie pas sur un discours, mais sur une séquence d'actions vérifiables. La feuille de route annoncée repose sur des étapes précises, chacune associée à un acteur, un calendrier et un indicateur public. Cette méthode vise à convertir la souveraineté en procédure afin qu'elle puisse être suivie, évaluée
et corrigées. La première étape concerne la transparence contractuelle. Tous les contrats miniers signés depuis 1990 doivent être publiés dans un registre national accessible. Le ministère des Finances pilote l'audit et produit un tableau comparatif des redevances. L'indicateur est simple, le pourcentage d'accords rendus publics et analysés. La deuxième étape porte sur la renégociation sectorielle. Le ministère des Mines engage en priorité des discussions avec les opérateurs de l'uranium et des diamants. Les nouvelles clauses incluent une part minimale de transformation locale et des échéanciers clairs. Le progrès se mesure par le nombre de contrats amendés et par les montants effectivement rapatriés. La troisième étape institue un fonds souverain. Une fraction fixe des revenus extractifs est affectée à l'éducation, à la santé et aux infrastructures. Les décaissements sont contrôlés par un comité multipartite. L'indicateur clé est la variation annuelle du capital accumulé et son affectation réelle. La quatrième étape vise la montée en compétences locales. Des bourses, des programmes universitaires et des écoles techniques sont créés dans les régions minières. Le ministère de l'Éducation suit le nombre de techniciens et d'ingénieurs formés afin de réduire la dépendance aux expertises étrangères. Enfin, une cinquième étape ouvre la dimension régionale. La Namibie propose des plateformes communes de négociation pour standardiser certaines clauses. Cette approche rappelle des réformes observées au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, où la cohérence procédurale avait renforcé la crédibilité des choix. Ici, la souveraineté devient cumulative, parce qu'elle est mesurée à chaque étape. Lorsque l'on repense à la journée qui a tout déclenché, l'image qui demeure n'est ni celle des graphiques, ni celle des communiqués. C'est celle de la mère évoquée plus tôt. Regard calme, voix hésitante, racontant que son fils travaille pour une entreprise dont le siège se trouve à Zurich, espérant qu'une décision prise à Windhoek puisse enfin compter pour lui. Cette scène modeste devient un fil conducteur car elle relie les décrets aux existences concrètes. Ce rappel donne au geste de Nandinto une portée humaine. Derrière la technicité juridique, il y a l'attente patiente de familles qui veulent comprendre où va la valeur produite sur leur sol. La souveraineté cesse d'être un concept lointain lorsqu'elle se traduit par une réponse locale, par une institution identifiable, par une responsabilité assumée. À des milliers de kilomètres, un autre visage revient dans les analyses africaines, celui d'Ibrahim Traoré, dont la trajectoire avait déjà montré qu'une rupture n'est jamais un instant isolé, mais une répétition d'actes tenus dans le temps. Entre ce précédent burkinabé et la scène namibienne, une même logique se dessine. Reprendre ce qui avait été abandonné, nommer ce qui avait été dissimulé et maintenir une cohérence malgré les pressions. La phrase qui s'impose alors est simple et sans emphase. La dignité n'est jamais négociable. Elle ne clôt pas l'histoire. Elle en fixe le seuil émotionnel, celui à partir duquel les chiffres prennent un visage. Au moment où le récit touche à sa fin, il reste moins une conclusion qu'un espace de réflexion. Ce qui s'est joué en Namibie n'est pas un épisode isolé réservé aux spécialistes des mines ou du droit. C'est un rappel que des décisions apparemment techniques façonnent des existences entières, souvent sans débat public, jusqu'au jour où elles deviennent visibles. Suivre cette histoire, y revenir, la discuter, ce n'est pas adhérer à une position unique. C'est exercer une vigilance citoyenne élémentaire face à des clauses, des chiffres et des mécanismes qui déterminent qui décide, qui capte la valeur et qui supporte les coûts. La transparence n'est pas un mot d'ordre abstrait, c'est une pratique collective qui commence par l'attention. Dans ce cadre, l'exemple namibien dialogue avec d'autres précédents africains, dont celui d'Ibrahim Traoré, non pour être imité mécaniquement, mais pour rappeler qu'un choix institutionnel peut ouvrir une conversation durable, une conversation où les règles cessent d'être invisibles. Alors, avant de refermer cette page, une question demeure, volontairement ouverte. Dans votre propre contexte, quelle décision prise en votre nom mériterait d'être examinée de plus près, chiffres et clauses à l'appui?